Le parc des expos de Saint-Denis accueillera après-demain la journée santé et handicap, la première du genre à La Réunion. Objectif, faciliter le dialogue entre les professionnels de santé et les personnes concernées et surtout trouver évidemment des réponses aux difficultés rencontrées. Car des hommes et des femmes en fauteuil roulant qui se retrouvent devant des escaliers pour aller chez leur médecin, ça existe encore. Ou encore des patients qui ne trouvent pas les informations recherchées du fait de leur pathologie. À quels obstacles font face les personnes en situation de handicap le plus souvent? En cas de difficulté, à qui peuvent-elles s'adresser? Les aménagements sont-ils à la hauteur des attentes? C'est dans l'actu sur Réunion Première. C'est dans l'actu. Réunion Première, Philippe Dornier. 02 62 99 2000, le numéro de téléphone à composer dès maintenant si vous souhaitez vous exprimer sur cette question de l'accès aux soins pour les personnes en situation de handicap. 06 92 70 2000, ça c'est la possibilité pour vous de communiquer avec nous par texto également. Et puis il y a les réseaux sociaux, la page Facebook c'est dans l'actu et pour Twitter le hashtag c'est DLA Première. À l'avant-veille de cette première journée réunionnaise santé et handicap, je reçois ce midi un des deux grands invités de cet événement, Pascal Jacob, bonjour. Bonjour. Auteur de 2 rapports ministériels sur le sujet, président de l'association Handidactique, papa vous-même de 2 enfants handicapés. L'autre grand témoin, je le précise, il n'est pas avec nous ce midi, c'est le professeur Axel Kahn, ancien directeur de l'Institut Cochin. À nos côtés aussi, Christian Bonneau, le délégué régional de la FEAP Océan Indien, bonjour. Bonjour. La FEAP, c'est la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne. Et puis nous avons un aidant familial qui est avec nous ce midi, Jean-Paul Siret, bonjour. Bonjour. Vous nous expliquerez pourquoi vous êtes aidant familial, parce que votre épouse a fait un AVC il y a quelques années. Cette manifestation, cette première journée santé et handicap, qu'est-ce qu'il faut en attendre, Pascal Jacob, parce que vous savez comme moi que les personnes qui sont dans les situations difficiles du handicap, parfois elles sont un peu désabusées. Est-ce que c'est pas une manifestation de plus? Non. Je voudrais dire que c'est une manifestation qui est la résultante d'un travail depuis 3 ans. Lorsque je suis arrivé à La Réunion pour tourner un film, j'ai eu la chance de rencontrer une équipe absolument formidable qui m'ont demandé « Qu'est-ce que tu vas faire de ton rapport sur l'accès aux soins des personnes handicapées ?» Parce que c'était le sujet de votre rapport, on le rappelle. Et voilà. Et ça remonte à c'est récent. Il y a 3 ans. À peu près 3 ans. Et nous avons réuni, grâce à Christian Bonneau, à David Gruson, à Chantal de Singly, nous avons réuni tous les acteurs, de près ou de loin, du soin. Ce sont des gens qui ne se connaissaient pas, ce sont des gens qui ne parlaient pas le même langage, et ce sont des gens qui ne savaient pas qu'ils pouvaient s'entraider et travailler ensemble. Ce qui s'est passé depuis 3 ans, c'est qu'ils se sont vus sous l'égide de la FEAP et de beaucoup d'autres organisations à La Réunion pour fédérer tous les progrès possibles et imaginables qui permettent aux personnes en situation de handicap d'avoir un accès aux soins. Comment ça s'est passé? Eh bien, c'est assez simple. Déjà, le fait de communiquer entre eux a permis d'avoir un langage commun. Ça a été la charte Romain-Jacob. Deuxièmement, dans cette charte, on s'est rendu compte que le problème qui était demandé par les personnes handicapées et leurs attentes, c'était que les gens travaillent ensemble et de manière cohérente. Eh bien, cette cohérence est en train de naître parce que aujourd'hui, il y a 3 progrès essentiels qui sont nés. 1, les gens se connaissent. 2, ils ont un langage commun. 3, ils ont envie de s'entraider. Eh bien, une personne handicapée qui a une cohérence dans son aide par tous les acteurs a toutes les chances d'être dans la bonne école de l'autonomie. Comment on peut expliquer que ces personnes-là, avant cette date d'il y a 3 ans, Christian Bonneau, elles ne se connaissaient pas?
C'est un problème de cloisonnement. On parle souvent du décloisonnement entre le sanitaire, c'est-à-dire l'hôpital, et le secteur médico-social, mais aussi les associations d'usagers et de familles. Et c'est vrai que cette charte Romain-Jacob, qui a été écrite à l'île de la Réunion et signée pour la première fois dans notre département, maintenant elle est signée France entière et par les plus hautes autorités de l'État, cette charte, il suffit pas de l'écrire, il suffisait pas de l'écrire, il faut l'opérationnaliser, il faut la faire vivre. Et depuis 2 ans et demi, il y a ce qu'on appelle le comité de la charte Romain-Jacob qui réunit toutes les associations médico-sociales, les médecins libéraux, la FHF, l'hôpital public et naturellement la FEAP, et qui se réunit régulièrement, pratiquement tous les mois, pour apporter des solutions, c'est-à-dire opérationnaliser les principes contenus dans la charte, c'est-à-dire l'accès aux urgences pour les personnes handicapées, l'accès aux soins dentaires, l'accès à la mammographie pour des femmes en fauteuil roulant qui n'ont pas accès à un mammographe où il faut se mettre en position debout, etc. Toutes ces choses-là bougent. Peut-être pas assez vite à notre goût, mais enfin à La Réunion, on travaille. Et on travaille effectivement, comme le soulignait Pascal Jacob, en décloisonnant progressivement le monde libéral. D'ailleurs, la journée de samedi s'adresse majoritairement aux médecins libéraux, aux médecins spécialistes libéraux, qui sont les premiers recours des patients. C'est ouvert aux patients aussi ? Pardon ? C'est ouvert aux patients également cette journée, tout le monde peut venir ? Bien sûr, tout le monde peut venir, les inscriptions sont ouvertes. Aujourd'hui, on faisait le point ce matin, nous avons 280 personnes inscrites pour la Nordef. À qui on s'adresse, les personnes qui nous écoutent ? C'est sur Internet, ou l'IREPS. L'IREPS également. Voilà, l'IREPS également. Et l'inscription se fait directement en ligne, il y a tout ce qu'il faut dans le bandeau d'annonce. Un mot quand même, avant de donner la parole à Jean-Paul Siret, sur cette charte Romain-Jacob, parce qu'on en parle depuis le début et on n'a pas dit de quoi il s'agit exactement. Alors cette charte contient toutes les préconisations qui devraient être mises en œuvre justement pour que les personnes concernées par le handicap soient des citoyens à part entière et soient maîtres de leur vie, de leur projet de vie. Et j'insiste particulièrement à La Réunion, on a le soutien important de l'Agence régionale de santé océan Indien qui a mis dans ses priorités stratégiques cette problématique de l'accès à la santé d'une façon générale, c'est-à-dire à tout, à la culture, à tout pour les personnes concernées par le handicap. Alors tout est écrit dans cette charte Romain-Jacob, on le comprend, Jean-Paul Siret. Est-ce que vous, dans la réalité quotidienne, vous avez l'impression que c'est appliqué vraiment à la lettre ? Alors, je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir invité, parler un peu au nom des personnes handicapées, de leurs aidants, des personnels, des institutions pour qui j'ai énormément d'admiration et de respect. Je pense qu'il faut commencer par là. Alors c'est vrai que lorsque l'on entend les personnes parler dans les groupes de parole d'aidants, on entend énormément de souffrance. Ça, c'est indiscutable. Chez les aidants familiaux. Les aidants, on rappelle, ce sont les personnes qui accompagnent une personne malade ou handicapée à la maison. Alors, pour elles, parce que souvent se cumulent chez elles des difficultés d'ordre matériel, d'ordre psychologique, etc. Mais aussi souffrance à cause justement de la personne qu'elles accompagnent. Ça, c'est une évidence. D'un autre côté, alors, je ne méconnais pas les difficultés. J'ai posé, M. Bonneau le sait, un certain nombre de problèmes dans les réunions de la Fondation. Oui, vous faisiez partie des instances de la Fondation Père Favron que vous dirigez. Oui, en tant qu'à l'époque président de CVS, de Conseil de vie sociale. Mais d'un autre côté, si vous voulez, et là je rebondis quand même sur ce qu'a dit M. Pascal Jacob, c'est vrai que les responsables des différentes instances ont fait des pas considérables. Et ils ont eu, je pense, pour cela l'intelligence de l'esprit. Mais je crois que M. Jacob aurait pu ajouter qu'ils ont aussi l'intelligence du cœur. Pour moi, ça c'est important. En dépit des difficultés qui persistent, des insuffisances qui persistent, on ne le dira jamais assez, il faut quand même souligner ce qui a été fait. Mon épouse a fait son AVC en 2005, en avril 2005. À l'époque, il n'y avait pas encore de SAMSA, c'est-à-dire de service d'accompagnement médico-social pour les adultes handicapés. Le premier a été créé au pôle médico-social Philippe de Camaret à Saint-Benoît en octobre 2007.
On va donc fêter cette année son 10e anniversaire. Mais je puis vous dire, pour avoir vu ma femme prise en soin, mon épouse prise en soin dans cette structure, qu'elle a réalisé grâce à cela, grâce au personnel, à la qualité du personnel, des progrès considérables. Je pense qu'elle ne serait pas dans l'état où elle est aujourd'hui sans être passée par là. Alors, si vous me permettez, c'est vrai que je suis un petit peu long, vous le savez. Mais, on s'est parlé au téléphone. On s'est beaucoup parlé au téléphone. Mais pour moi, si vous voulez, la preuve est faite qu'en dépit de l'attention que l'on peut avoir dans la famille, de la part de ses proches, et je le dis en toute modestie parce que je me sens concerné par cela, en dépit de tout ce que l'on peut faire, eh bien, chez soi, je ne pense pas que l'on puisse arriver à égaler ce qui est fait, ce qui est réalisé avec une efficacité, avec une bienveillance souriante dans les institutions. C'est la preuve, Pascal Jacob, que les choses ont évolué dans le bon sens ? Alors, moi, je vais vous dire... la Réunion est championne aujourd'hui de la charte Romain Jacob. Et je voudrais dire pourquoi. Parce que il y a 3 ans, on a sensibilisé. Et sensibiliser, ça veut dire intéresser les personnes. Alors, à quoi ? Sensibiliser à la nécessité de faire évoluer l'accès aux soins des personnes handicapées. Avec 6 axes que je vais vous dire extrêmement rapides. Il faut soigner les personnes handicapées comme on soigne toute autre personne. Et ça veut dire que l'on comprenne et qu'on n'ait pas peur de ce handicap. La deuxième chose, c'est de ne pas soigner trop tard. Quand aujourd'hui, on constate une tumeur sur une personne valide, elle fait en moyenne 3 mm. Lorsque l'on constate une tumeur sur une personne handicapée, elle fait en moyenne 4,5 cm. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de prévention, parce qu'il n'y a pas eu de dépistage sur la personne. Troisièmement, il faut comprendre que le succès de soins passera par la capacité d'accepter dans le soin l'accompagnement. Et il n'y a pas de possibilité aujourd'hui de réussir le soin sans accompagnement. Quatrièmement, il faut coordonner l'action médicale, car aujourd'hui, si on ne coordonne pas l'action médicale, une personne handicapée sur 2 est atteinte d'une maladie chronique et n'ayant pas de capacité à coordonner toutes ces maladies chroniques, eh bien, on a une personne handicapée sur 4 qui meurt de iatrogénie, c'est-à-dire du mélange des médicaments. 5e, il faut mettre une accessibilité à toute la médecine, et c'est en train de se faire. Mais l'accessibilité, ce n'est pas... Mais non, mais attendez, pourquoi ? Parce qu'on a décidé d'accueillir, l'accessibilité devient naturelle. Mais ce n'est pas uniquement un plan incliné vers une porte fermée. C'est en haut du plan incliné, une porte ouverte avec un sourire et des compétences. Cette notion de l'accessibilité, c'est une toute petite chose. Ce qu'il faut, c'est se faire comprendre. C'est de parler avec des personnes. Une personne handicapée sur 2 ne sait pas dire qu'elle a mal. Ne sait même pas, dans certains cas, qu'elle a mal. Et puis, il y a la dernière chose sur laquelle je voudrais vous dire qui est fondamentale pour la charte Romain Jacob. Il faut valoriser, écouter, faire participer, former les personnes les plus importantes qui sont les personnes familières à la personne handicapée. Qu'est-ce que c'est qu'une personne familière ? C'est celles qui la connaissent le mieux. C'est Jean-Paul Serret. Et je voudrais dire que ces personnes, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient bénévoles ou qu'elles soient familiales, il faut que leur action avec les professionnels du soin soit totalement coordonnée pour construire l'école de l'autonomie de ces personnes. Et là, ça valorise les personnes, car l'autonomie, ça permet de décider pour soi et de ne pas se faire décider par les autres. Et deuxième chose, quand on décide pour soi, on est libre et on est digne. Un premier texto, 06 92 70 2000. Ma mère est Alzheimer. Quand on a rencontré ce problème, les organismes se sont rejetés la responsabilité. Ça a été un vrai parcours du combattant. Comment simplifier tout ça ? C'est Julie des Camélias qui nous pose cette question. Une réponse, Christian Bonneau. Alors, une réponse partielle. Il existe maintenant dans les différents EHPAD gérés par le secteur des unités réservées aux personnes concernées par la pathologie d'Alzheimer ou apparentée.
force est de constater qu'on manque encore de place. Il y a également des efforts à faire en termes d'accueil de jour pour retarder le plus possible et pour favoriser au maximum le maintien en milieu ordinaire. C'est des structures qui accueillent ce type de personnes la journée, pas forcément tous les jours, mais pour permettre justement aux aidants de souffler, de se reposer, de pouvoir vaquer à d'autres occupations. Donc il faut s'adresser aux établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes pour obtenir des informations. Les EHPAD. Les EHPAD. Vous avez rencontré des difficultés d'ordre administratif à votre niveau, Jean-Paul Siret, dans les premiers temps ? Non, pas exactement. Disons que j'ai eu beaucoup de chance pour que mon épouse puisse être admise dans un SAMSA. Oui, parce qu'il n'y a pas des places pour tout le monde, ça, il faut le dire aussi. Donc c'était le tout début et c'était une structure qui n'était pas connue. Celui de Saint-Benoît était le premier. Service d'accueil médico-social, je rappelle. Oui, d'accueil médico-social. D'accompagnement. Il se trouve que notre fille aînée était infirmière à la clinique de Saint-Benoît, qui était à l'époque gérée par la fondation, dont je crois que M. Bonneau était le directeur. Et elle a eu la chance de lire dans le bulletin de la fondation, message, une information sur la création du SAMSA. Donc c'est ça qui m'a permis, j'ai eu beaucoup de chance, mais j'ai vu qu'autour de moi, beaucoup de personnes ne le savaient pas. J'ai juste une voisine, une petite voisine qui a un lourd handicap. Eh bien, si je n'en avais pas parlé avec sa mère, elle ne connaissait pas l'existence de cette structure. Vous voyez ? Alors maintenant, c'est peut-être un petit peu vrai, ça c'était en 2008. Il y a combien de places en SAMSA à peu près ? C'est variable. À La Réunion. C'est variable. De 15-20 places. Oui. D'accord, et on en a combien ? On est passé d'un SAMSA d'accompagnement qui avait son propre personnel qualifié à des SAMSA qu'on appelle de coordination qui font appel aux professionnels libéraux. D'accord. Et il y a mais le nombre de des places globales à La Réunion le nombre de places globales, je ne l'ai pas en tête, mais c'est de l'ordre on va dire. Il en manque toujours. Il en manquera toujours. Il y a des projets ? En écoutant Monsieur Circé, il faut reconnaître qu'on est probablement en défaut de communication. C'est-à-dire que vous soulignez tout à fait bien le problème. Les gens ne savent pas toujours. Il me revient sans arrêt en tête un exemple. Monsieur Jacob et moi-même, on était avec le docteur Ramani qui dirige notamment un centre de basse vision. Et ce centre de basse vision, donc naturellement, procède à la rééducation des personnes. Mais le docteur Ramani s'est aperçu que 15 à 20% des personnes qui venaient se faire traiter dans son centre n'avaient pas les droits sociaux ouverts. Ça veut dire aussi que les personnes ne connaissent pas forcément leurs droits et du coup il a créé un poste à temps partiel d'assistante sociale. Ce n'était pas forcément sa vocation. Donc effectivement il faut que l'accent soit mis sur la communication. Ça fait aussi partie de l'accessibilité parce que si on ne sait pas qu'un SAMSA existe, eh bien on ne va jamais solliciter une place dans ce genre de structure. Vous souhaitiez régir Pascal Jacob, je vous donne la parole dans un instant. Juste dire à Gilberte de Saint-Denis qui nous a envoyé un texto un petit peu long et comme on n'a pas l'intégralité, je le citerai tout à l'heure son texto à Gilberte, mais Gilberte, si vous pouvez nous envoyer la fin, la question, parce que j'ai est-ce que je peux et j'ai pas la suite. Donc renvoyez-nous la fin, juste la fin de votre texto s'il vous plaît, puis on donnera ça. Votre réaction sur cette question du parcours du combattant, Pascal Jacob? Moi je voudrais répondre à votre auditrice ce qui est important et ce qui est en train de se faire et qui est un des changements, c'est que le fait de travailler ensemble a permis de comprendre une chose, c'est qu'une personne, qu'elle soit Alzheimer ou handicapée, c'est une personne handicapée, mais c'est une famille handicapée. Et qu'il ne faut pas s'occuper uniquement de la personne, mais de cette personne avec son entourage, que ce soit un frère, un voisin, un parent. Et je dois dire que le travail qui est fait aujourd'hui doit être continué, est parfaitement exemplaire aujourd'hui à travers les actions qui sont menées. Alors, ce n'est pas encore vrai partout, mais cette action qui consiste à ne pas prendre la personne toute seule et traiter les parents à côté, où les professionnels aujourd'hui comprennent que la raison qui va leur permettre de réussir dans les attentes de la personne handicapée ou dans les attentes de la personne Alzheimer, c'est de travailler ensemble et pour l'ensemble. Et là, nous avons eu une chance inouïe, c'est qu'il a commencé à être mis en place à La Réunion ce qu'on appelle un apprentissage ensemble. C'est-à-dire que vous avez des gens du soin avec des gens de l'accompagnement,
du médico-social et du sanitaire qui apprennent ensemble. Apprendre ensemble, c'est beaucoup plus facile pour faire ensemble et travailler ensemble. Le parcours des soins pour les personnes en situation de handicap, c'est dans l'actu ce midi sur Réunion Première. C'est dans l'actu. Prenez part au débat 02 62 99 2000. 99 2000. Et Ingrid attend vos appels au standard, n'hésitez pas, 02 62 99 2000. Gilberte a préféré le mode texto, alors elle n'a pas envoyé le complément, mais on comprend sa question même à travers l'essentiel du début du SMS. Elle nous dit: j'ai 67 ans, je vis dans un studio, j'ai diabète et arthrose généralisée et je suis encore active, mais quand je pense à l'avenir, je me dis vers qui me tourner en cas d'handicap moteur à venir. Je dois faire face à la solitude sans famille. Donc on imagine sa situation. Christian Bonneau, qu'est-ce qu'on peut lui dire finalement à Gilberte ? Il y a le double phénomène du vieillissement et du handicap qui accompagne ce vieillissement. Alors la réponse, elle n'est pas toute faite. Il faut qu'elle contacte la maison départementale du handicap et qui lui apportera pas forcément toute la solution. Et effectivement, le problème de la solitude est également posé. Comment remédier à cela quand la personne est capable encore de se maintenir en milieu ordinaire? Il est souhaitable qu'elle se maintienne en milieu ordinaire. Par contre, si on peut récupérer ses coordonnées, on la mettra en relation avec des associations qui sont nombreuses et efficientes à La Réunion qui pourront communiquer avec elle. Oui, vous vouliez lui répondre aussi, Pascal Jacob, peut-être la rassurer ? Je voudrais vous rassurer, chère madame, parce que vous avez un talent que malheureusement tout le monde n'a pas. Vous anticipez, vous pensez à l'avance. Et je vais vous dire, madame, il faut vous faire accompagner. Et aujourd'hui, autour de vous, il y a quantité de personnes extrêmement compétentes, pas seulement des professionnels, des gens tout autour de vous qui sont capables de vous accompagner dans cette démarche qui sera peut-être une réduction de votre indépendance. Mais il faut que vous gardiez votre autonomie, il faut que vous gardiez votre capacité de décider pour vous, mais vous ne réussirez que si vous êtes accompagné, aidé. C'est vous la chef de votre plan de santé, c'est vous qui serez l'acteur de votre santé au sens large du terme, parce que vous avez été capable d'anticiper, donc à mon avis, vous allez réussir parfaitement ce que vous souhaitez vivre. C'est une chance que vous n'avez pas eue, vous, Jean-Paul Siret, pour le coup. Vous ne pouviez pas anticiper l'AVC de votre épouse. Alors, c'est vrai, et je suis content que vous me posiez la question. Le problème du handicap, c'est que souvent, il vous tombe dessus sans que vous y attendiez. Ouais. Je peux vous dire, dans notre cas personnel, dans le cas de mon épouse, la veille, j'avais pris des billets d'avion pour aller voir notre fille qui était infirmière à Strasbourg. Donc vous voyez un peu. Et c'est vrai aussi dans le cas de la naissance d'un enfant. J'ai malheureusement cette situation dans ma famille en métropole, d'un enfant qui est né avec une trisomie partielle sur la 17e paire de chromosomes. C'est moins connu que la trisomie 21, mais c'est très lourd de conséquences. Puisque ça définit une sorte d'autisme, un autisme atypique. Et à 8 ans, ce petit enfant, ce petit garçon ne parle pas, marche difficilement, il n'a marché qu'à 5 ans. Ce sont des choses qui vous arrivent comme ça tout d'un coup. Et il faut trouver des appuis, il faut trouver de l'aide. Voilà, vous n'êtes pas prêt. Alors je voudrais quand même ajouter pour cette dame l'angoisse de la solitude. Ça, c'est une réalité. Elle vaut pour l'aidant familial qui se demande et quand je ne suis plus là, quand je ne serai plus là, qu'est-ce qui va se passer ? Mais il y a quand même des aspects positifs. Monsieur Jacob a toujours raison de souligner cela. Je sais qu'en ce moment, c'est dans les tuyaux du conseil départemental. C'est à l'étude. Je pense que ça va se concrétiser rapidement. L'idée de maison familiale pour accueillir 3 personnes avec un accompagnement permanent. C'est en cours. 3 personnes avec la personne, le patient ? Disons 3 bénéficiaires, si vous voulez. 3 Donc bénéficiaires. le patient et 2 personnes accompagnantes. Non,
3 personnes bénéficiaires avec un accompagnant et puis une équipe de professionnels libéraux qui, par convention, travaillera sur ces maisons familiales. Ce serait intéressant d'ailleurs d'interroger l'Assemblée départementale sur ce projet qui à mon sens, est intéressant. Bon, on dit souvent que rien n'est fait, il y a quand même des choses qui sont faites. Je voudrais dire aussi, si vous voulez, pour être quand même positif, même si je n'ignore pas les difficultés, croyez-moi, que lorsqu'il y a eu la première réunion des aidants familiaux en juillet 2010, ça a été suivi d'un certain nombre de réalisations concrètes. Le répit-repos pour les aidants familiaux. Oui, parce que le problème des aidants familiaux, c'est qu'ils se fatiguent évidemment très vite. Et c'est un peu comme un agriculteur, je compare peut-être ce qui n'est pas comparable, mais qui a des difficultés à prendre des vacances. Et là, c'est tout le temps aidant familial. Effectivement, les professionnels le savent, les médecins le savent, l'espérance de vie des aidants familiaux est souvent plus faible que s'ils n'avaient pas eu à assumer cette tâche. Et ils disparaissent trop fréquemment avant la personne aidée. Lorsque ce sont les parents d'un enfant handicapé qui aujourd'hui a 35 ans, ses parents ont 70 ans par exemple, ils risquent fort de disparaître avant. Et donc vous voyez un peu l'angoisse que cela peut provoquer. Un autre témoignage, quelqu'un qui nous dit que je suis atteint de la polio depuis l'âge de 3 ans, j'ai 50 ans et depuis quelque temps je perds des forces dans les jambes. J'aimerais discuter avec un médecin pour m'aider à voir plus clair dans l'évolution de la maladie. Cette personne ne dit pas si elle a des difficultés à accéder à son médecin, mais il y a une inquiétude derrière Pascal Jacob. Bien sûr. Alors moi, je voudrais répondre aussi à ce que vous avez évoqué juste avant. Non, c'était cette personne. Je regardais, mais je pensais que c'était cette personne qui avait complété son témoignage, mais non, je vous laisse. Voilà. Je voudrais simplement répondre. Il y a une chose qu'a apporté la charte Romain Jacob dans sa diffusion, et grâce à vous, les médias, nous avons ici une chose absolument exceptionnelle à La Réunion, c'est qu'on commence à avoir une société qui est accueillante et accompagnante. Et ça, c'est une des choses les plus importantes. Il y a beaucoup de solidarité à La Réunion aussi. Et les gens, il y a de la solidarité, entre générations. Il y a du voisinage, il y a l'entraide est en train de se faire, mais de manière coordonnée, intelligente et forte. Mais ça fait longtemps que ça existe, cette solidarité. On a l'impression que ça disparaît. Elle a été mieux organisée. Ouais, Christian Bonneau, j'ai l'impression que les gens disent ça s'atténue un petit peu, la solidarité entre générations. Qu'est-ce que vous qui voyez ça tous les jours ? Alors c'est vrai que moi je connais La Réunion depuis les années 70, c'est vrai que la vie à La Réunion où on rajoutait une pièce à la case pour loger soit quelqu'un de plus âgé, c'est-à-dire qu'on avait souvent 3 générations qui cohabitaient. Aujourd'hui, naturellement, avec les logements modernes, il est difficilement envisageable de faire cohabiter parents, enfants et grands-parents. Donc, cette problématique physique-là fait qu'on est en perte de solidarité. C'est pour ça qu'on ne peut plus s'appuyer. Par contre, il y a une autre forme de solidarité décrite par Pascal Jacob qui reste dans les gènes des Réunionnais. C'est-à-dire il y a une solidarité familiale, il y a une cohésion, mais il faut la maintenir. C'est-à-dire il faut la faire vivre et créer des outils de coordination. On ne peut pas se satisfaire simplement de la bonne volonté, de la spontanéité. Tout ça, comme le dit Pascal, il faut que ça soit structuré. Et il y a, je le répète, des associations qui font partie du comité de la charte Romain Jacob, qui travaillent pour ce faire. Et nous, les professionnels, on a un devoir d'aide. Et le conseil départemental, effectivement, a un rôle à jouer là-dedans. Il nous reste 3 minutes. Ce nouveau texto 06 92 70 2000, la charte Romain Jacob précise-t-elle la modalité de prise en charge des interprètes en langue des signes pour l'accueil des patients sourds ? Tout à fait. Ramenons au juste titre, la charte Romain Jacob, c'est un guide éthique des bonnes pratiques de l'accès aux soins des personnes handicapées. Et dedans, il y a la communication. Communiquer avec la personne en situation de handicap est indispensable. Si vous ne pouvez pas parler avec le patient, si quelqu'un se met à parler à la place du patient, on a peu de chances d'arriver à bien le soigner. Deuxième chose qui est extrêmement importante dans cette notion de communication, il faut que la personne soit acteur de ses soins. Si elle est acteur de ses soins, elle réussira à être soignée. Et personne ne pourra se soigner si c'est un autre qui décide à sa place. Je voudrais répondre à la personne qui nous a parlé de sa poliomyélite, parce qu'il ne faut pas l'oublier, cette personne.
elle a un problème de trouble, elle sent une dépendance, elle sent des risques pour elle d'être plus dépendant qu'avant. Allez-y, rencontrez. Il faut tout de suite travailler avec vous pour que vous soyez tout de suite à l'école de l'autonomie, que vous soyez tout de suite à l'école de la compensation des difficultés que vous rencontrez, soit par des rééducations, soit par une assistance, soit parce qu'il va falloir peut-être vous apporter la domotique qui vous permettra de vivre le plus longtemps possible et de manière autonome. En 1 minute, c'est le temps qu'il nous reste pour répondre à Gilberte qui a complété son texto comme je lui avais suggéré. Donc je rappelle, Gilberte, diabète, arthrose généralisée, qui vit dans un studio. Est-ce que je peux avoir des renseignements samedi dans la journée ? On parle de cette journée santé et handicap. Est-ce qu'il faut voir une assistante sociale ? Christian Bonneau. L'assistante sociale, naturellement, a son rôle à jouer, mais samedi, même si c'est pas l'objet, ça va être cette table ronde de la matinée qui va induire les ateliers de l'après-midi pour essayer que chacun des ateliers propose des solutions concrètes, faciles à mettre en œuvre pour faciliter cet accès à la santé. Mais bien sûr qu'elle aura, si elle est présente avec nous, qu'elle aura sur place beaucoup de personnes pour répondre à ses préoccupations. Si elle n'est pas là samedi, vous lui donnez nos coordonnées réciproquement et on prendra son attache pour lui prodiguer les conseils nécessaires. On essaiera de jouer les intermédiaires pour améliorer la situation de ces personnes. Merci en tous les cas à tous les trois d'être venus témoigner ce midi sur l'accès aux soins des personnes en situation de handicap. Beaucoup de choses ont été faites, beaucoup de choses restent à faire, c'est ce qu'on retiendra. Pascal Jacob, donc auteur de 2 rapports ministériels sur le sujet, président de l'association Handidactique, Christian Bonneau, délégué régional de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne de l'océan Indien, la FEAP, et puis Jean-Paul Siret qui est aidant familial. Excellent après-midi sur la première avec Ingrid jusqu'à 14h. Tous en première avec Ingrid. Après le journal de France Info à 13h, Pascal Rizot, notre spécialiste des nouvelles technologies, reviendra sur la guerre que se livrent les géants d'Internet. Et aujourd'hui, c'est une grande firme américaine qui a commencé en vendant des bouquins et qui a diversifié ses activités dont il sera question dans Connect Première. Les meilleurs moments de la radio sont compilés par Jackie dans le Zapping. Et comme chaque jour, ce sera à 13h20. Juste après le Zapping, dans l'actu insolite, on ira à la rencontre d'une jeune femme totalement accro au selfie, une habitude qui a tourné à l'obsession. On s'en rendra compte dans l'actu insolite, donc à 13h25. Et puis, si vous n'avez pas entendu l'interview de l'invité de la matinale ce matin, aujourd'hui, c'était la députée socialiste Monique Orphée qui répondait aux questions de Philippe Dornier. Une interview à réécouter tout à l'heure à 13h30. Tous en première, c'est parti.